Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux ici. Il nous vient tout droit de Nancy, la capitale de la Lorraine, juste pour nous. Je vous prie de l'accueillir dans un tonnerre d'applaudissements. François Zaninotto. Mes amis, merci, bonjour. Mes chers compatriotes, développeurs, développeuses de tous les pays, j'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui pour dévoiler le programme qui sera celui de mon parti. Et il vous amènera, je l'espère, à suivre ma campagne avec attention et à faire le bon choix de framework pour servir de base à la construction de votre prochaine application web. Et si cette phrase est trop longue, rassurez-vous, les suivantes seront plus courtes. Mais tout d'abord, permettez-moi un bref rappel biographique. Vous connaissez sans doute Propel, Faker, Uptime, Gremlin.js ou plus récemment NGAdmin. Mon engagement sur ces projets me place résolument dans le parti de l'open source. Par ailleurs, j'ai exercé des responsabilités importantes dans le premier framework Symfony, et en cela, j'ai pris part à la grande réforme du PHP. Et je dirige actuellement Marmelab, une PME dans le domaine de l'Internet, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy. Et je voudrais, pour commencer, témoigner de ma propre expérience en matière de framework. En 2006, il y a bientôt 9 ans, j'étais persuadé que de tous les frameworks, c'était Symfony le meilleur. 5 ans plus tard, en 2011, à ceux qui me demandaient mon avis, je répondais que Symfony, c'était fini. Que s'est-il passé entre les deux? Comment se fait-il qu'un framework qui n'avait cessé de progresser d'année en année, comment se fait-il que Symfony ait perdu à mes yeux tout crédit? La vérité, je vous la livre toute crue. En 2011, entre 2006 et 2011, les besoins des applications web se sont complexifiés. Il fallait remettre les cartes sur la table pour mieux découpler le code applicatif. C'est la direction qu'a pris Symfony 2. Mais pour ma part, je n'avais pas compris que l'environnement avait changé. Je voyais le monde de 2011 avec les yeux de 2006. Aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai changé. J'ai ouvert les yeux et j'ai compris que cette question de l'adaptation d'un framework à son environnement est tout à fait cruciale. Et vous le savez, lorsque l'environnement change, les êtres vivants répondent au changement, et en la matière, nous avons deux réponses, la résistance et l'adaptation. Et l'adaptation peut se faire en subissant le changement ou en allant au-devant, en innovant. Mon parti, c'est celui de l'innovation. Mon pari, c'est de vous convaincre aujourd'hui de me rejoindre. Car le monde du développement web change trop rapidement pour qu'on puisse se permettre de rester sur le bord de la route à regarder passer le train. Et pour vous convaincre, je propose de vous exposer le programme du Parti de l'Innovation. Mais avant cela, il faudra aller chercher ce qui, dans l'histoire de l'évolution des frameworks, doit nous servir de leçon. Car il n'est pas question de refaire toujours les mêmes erreurs. J'aperçois parmi les sympathisants quelques cheveux blancs. Vous, les vieux routards de l'Internet, vous, les soutiers du World Wide Web, hein, vous avez, oui, il y en a quand même plus de cheveux. Vous avez connu comme moi les CGI en C, les fichiers séquentiels indexés, la méthode Meurize. Il me semble que, malgré tout, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés lorsque la France est devenue championne du monde de football. Aussi, permettez-moi un bref rappel de ce que furent les frameworks jusqu'à aujourd'hui, pour que tout le monde s'accorde sur les racines du mal qui nous ronge aujourd'hui. Car la politique trouve toujours son inspiration dans l'histoire, quitte parfois à la réécrire à son avantage. L'histoire, eh bien, elle remonte au début de ce siècle, souvenez-vous. Quelques entreprises à la pointe de l'innovation développaient une activité commerciale sur Internet, et donc un site dynamique.
Ces entreprises n'utilisaient pas PHP. Non, ah non. Alors ça, PHP 4 est peut-être sorti en mai 2000, mais je peux vous dire qu'aucun ingénieur informaticien, un tant soit peu sérieux, n'utilisait autre chose que C++ ou Java. Alors, avec le développement des activités web, le volume de code, et donc de code Java, a rapidement grimpé. Et les directeurs des systèmes d'information ont lu dans Zéro Informatique qu'il fallait mettre en commun la partie réutilisable de leur projet sous la forme d'un framework. En fait, à l'époque, on n'utilisait pas ce terme, on parlait plutôt de cadre logiciel et même de cadriciel. Qu'est-ce que c'était qu'un framework à l'époque? Eh bien, c'était un simple ensemble de classes, une bibliothèque de composants qu'on pouvait copier d'un projet vers un autre pour démarrer plus vite. Et sur ce modèle, un certain nombre de développeurs PHP ont sorti le PHP Extension and Application Repository, ou PAIR. Et en ce temps-là, c'était ce qui se rapprochait le plus d'un framework en PHP. Et avant de poursuivre, je voudrais, si vous me le permettez, ouvrir une parenthèse. Il existe une maladie qui ronge les développeurs génération après génération. C'est d'ailleurs l'un des cancers de notre communauté. Je veux parler de cette habitude délétère de réinventer la roue en permanence. Eh bien, au milieu des années 2000, d'éminents universitaires ont alerté les agences web de cette dérive. Et ils avaient dans leur mallette une solution toute prête. Pour éviter de réinventer la roue, ils injectaient des design patterns. Alors, je vous le concède, ce n'était pas totalement une nouveauté. Mais en 2002, les développeurs ont découvert des design patterns bien plus efficaces, théorisés par Martin Fowler dans son livre « Patterns of Enterprise Application Architecture ». Ce livre-là a popularisé les patterns Model View Controller, Active Record, Registre, et bien d'autres, je n'y reviens pas, vous l'avez tous lu. Et puis, les développeurs ont appris à faire de la vidéo, et Ruby on Rails a montré comment monter un blog MVC en 15 minutes chrono dans un screencast spectaculaire et instantanément. Les bibliothèques de composants des années 2000, ces frameworks à l'ancienne, sont devenus has-been. Instantanément, tout le monde voulait alors basculer sur un open source MVC full stack framework. En parallèle, j'ai vu le mouvement de l'open source acquérir lui aussi une très grande popularité. J'ai moi-même commencé à donner de mon temps, gracieusement, pour la communauté, qui me l'a depuis bien rendu. Alors venons-en, si vous le voulez bien, à l'ascension fulgurante du langage PHP. Si ça marche. PHP a donné naissance en 2001 à Drupal, en 2002 à Wikimedia, en 2003 à WordPress. Ces logiciels très populaires ont permis à des personnes qui n'avaient jamais appris l'informatique de faire des sites web. Des développeurs novices, adeptes du copier-coller, pour qui la programmation objet était une langue étrangère. Et c'est vers 2006 que j'ai vu des développeurs plus expérimentés commencer à appliquer à PHP les recettes popularisées par Rails, Django ou Spring. Ces développeurs ont publié les premiers vrais frameworks PHP full stack. Mojave, Symfony, Zen Framework. Ces frameworks PHP ont marqué le début de la professionnalisation du développement en PHP. Alors je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait tout à faire pour professionnaliser PHP. Par exemple, Symfony est sorti avec son propre moteur de test unitaire qui s'appelait Lime, sa propre ligne de commande qui s'appelait Fake, et au-delà du simple code, Symfony a popularisé beaucoup de bonnes pratiques de développement. Et je suis bien placé pour le savoir, c'est avec Symfony que j'ai appris à programmer. Côté client, j'ai vu pour la première fois le contenu d'une page changer sans que la page ne soit rechargée. C'était dans Gmail. Google a réutilisé une technologie inventée par Microsoft, et vous l'avez deviné, c'est Ajax. Cette petite révolution a donné naissance à une nouvelle génération d'applications web. Mais il a fallu l'émergence du premier framework JavaScript, nommé Prototype, pour vraiment populariser son utilisation.
Et puis un autre framework JavaScript est sorti, il proposait une approche non obtrusive, à l'opposé de celle de prototype, vous le connaissez, c'est jQuery. Et il a été adopté immédiatement à une quasi-unanimité. Alors je vous ai dit que les développeurs PHP les plus libéraux ont progressé en lisant du code développé dans d'autres langages. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont continué à le faire. Et ils ont rapporté bien d'autres concepts très traditionnels. Injection de dépendance, programmation par interface, architecture hexagonale, etc., etc. Les frameworks PHP sont donc passés au niveau 2 de l'abstraction. Souvenez-vous, Symfony 2, Zen Framework 2, Doctrine 2. Malheureusement, vous vous doutez bien que ces frameworks n'étaient pas compatibles avec les versions 1. Et les early adopters ont manifesté leur désarroi avec force. Et si vous me demandez, à moi, si moi aussi j'ai pu céder aux sirènes de ces conservateurs, je vous répondrai ceci. Est-ce que vous croyez que j'oserais me présenter devant vous aujourd'hui si j'avais quelque chose à me reprocher? Mais la plus grosse révolution dans le monde PHP, à cette époque, ça a été l'interopérabilité. L'autoloading PSR0 et Composer ont donné naissance à une toute nouvelle façon de développer en PHP, plus ouverte, moins exclusive. Enfin, on pouvait composer un assemblage sur mesure, sans nécessairement embarquer tout un framework. Cette nouvelle façon de faire du PHP a permis aux entreprises de franchir le pas. Pas trop tôt, me direz-vous. Mais à leur décharge, une fois décidé, les entreprises ont validé l'utilisation de PHP dans leurs projets professionnels de façon massive. Aucun secteur n'a été épargné. Et pour les développeurs PHP, c'est devenu le règne du plein emploi. C'est aussi à ce moment-là que le geek est devenu sexy. Excusez du peu, les lecteurs de Time Magazine ont nommé homme de l'année un développeur. C'est alors qu'est arrivé un virage assez inattendu. Et pour vous dire toute la vérité, il m'a aussi pris par surprise. Mais ce qui est dans la sphère privée doit rester dans la sphère privée. Jusqu'alors, le monde PHP était encore lié aux hébergeurs grand public. Hormis PHP MySQL, on ne pouvait rien y installer. Ça explique pourquoi WordPress, Symfony, Drupal venaient chacun avec leur cache, avec leur système d'événements, avec leur moteur de recherche. Eh bien, en parallèle de la professionnalisation de PHP, l'émergence du cloud a changé la donne de l'hébergement. Désormais, pour quelques dollars par mois, tout le monde pouvait être root sur un serveur virtuel. Et donc, les frameworks PHP ont pu déléguer une partie de leurs tâches à des logiciels spécialisés, comme Nginx, RabbitMQ ou Elasticsearch. Au même moment, les progrès des navigateurs ont permis au web de s'imposer sur mobile, et même hors connexion. HTML5 a déplacé la logique applicative du côté du client. Et pour organiser cette nouvelle masse de code JavaScript, un nouveau courant s'est formé autour du framework Backbone.js, et ce courant des frameworks MV étoile a remporté tous les suffrages. Et donc, rabotés côté infrastructure et côté client, les frameworks PHP ont donc réduit leur périmètre. Ils se sont concentrés sur le cœur des applications web, c'est-à-dire la couche HTTP. Et comme ça ne demandait pas beaucoup de code, il a suffi de frameworks tout petits, des micro-frameworks. En PHP, dans la lignée de Sinatra, c'est Silex qui a apporté une bouffée d'air frais. On pouvait enfin développer une application web de qualité sans dépenser 2 mois de montée en compétences sur un framework full stack. Alors j'ai dit que les frameworks voyaient leur périmètre rétrécir. Le paradoxe, c'est que dans le même temps, ils n'ont pas cessé de grandir en taille. Un peu comme les dinosaures qui ont grandi toujours plus. Et vous savez bien à quoi ça les a menés. Est-ce que vous vous rendez compte de la vitesse du changement qui s'est imposé au web à partir de 2014? Il faut dire la vérité aux développeurs. Cette période-là a été à la fois une période de forte croissance et une crise très grave. Prenez la programmation fonctionnelle.
Depuis 1930, elle vivotait dans une indifférence notoire. Mais quand les développeurs web se sont mis à avoir des problèmes de parallélisme, ils ont découvert que Haskell, Clojure, Scala s'en sortaient bien mieux, en évitant ce qu'ils appelaient les effets de bord. Prenez la programmation déclarative, qu'on évoquait qu'en cours d'informatique à propos de SQL et des expressions régulières. AngularJS et ReactJS ont rappelé que HTML aussi était un langage déclaratif. Et c'est soudain devenu une évidence de s'attacher à répondre au quoi plutôt qu'au comment. Prenez les langages fortement typés. Pour les développeurs web, quel conservatisme, quel est l'intérêt d'aider le compilateur quand le code est interprété? Oui, mais voilà. Le gros du développement en 2014 se faisait sur mobile, en Objective-C, en Java, typage fort, obligé dans les deux cas. Les types se sont présentés comme une bonne alternative aux objets, car les types sont moins lourds, ils sont plus flexibles. Côté architecture, les microservices ont permis d'assembler des composants développés dans des langages différents, comme des pièces de puzzle. Et Docker a rendu ça possible sans exiger des développeurs une reconversion en administrateur système. Mes chers compatriotes, la vérité est dure à entendre, mais elle est là. Le triptyque PHP, Apache, MySQL s'est révélé incapable de faire face à ces nouveaux paradigmes. Les développeurs sont allés voir ailleurs, vers Go, vers Node.js. Quant au framework PHP Full Stack, ils en ont pris un sacré coup. Quelle est la vraie raison de cette déchéance? Eh bien, puisque vous me posez la question, je vais vous répondre. La vraie raison, c'est que les frameworks PHP ont souffert des manques du langage PHP lui-même. PHP avait fait son temps. Il aurait fallu le laisser s'éteindre paisiblement. Mais certains se sont acharnés. PHP-NG, Zephyr et Hack ont ajouté des capacités d'asynchronisme, un typage fort, des vrais lambdas. Le problème, c'est que la génération qui a pris le pouvoir en 2017 avait appris la programmation, non pas avec PHP, mais avec JavaScript. Alors quand Symfony 3, Doctrine 3 et Drupal 8 sont sortis, eh bien ce fut dans l'indifférence générale. L'innovation, la vraie, explosait dans les nouveaux langages. Des langages compilés comme Go, Rust ou Swift ont repris l'avantage grâce à une bien meilleure vitesse de développement. Les microservices tournaient non pas sur des Docker, mais sur des microsystèmes spécialisés, des unikernels comme MirageOS. Et pour le reste, eh bien de plus en plus de logique pouvait s'exécuter dans le navigateur et comme Chrome embarquait GoScript, la question du langage ne se posait plus. HTTP2, grâce au multiplexage des requêtes, a eu la peau d'ascétique. Et si vous voulez mon avis, c'était bien mérité. À cause des révélations d'Edward Snowden, les développeurs PHP qui n'étaient pas experts en sécurité ont perdu toute crédibilité et ont dû se rabattre sur les jeux Facebook. Alors de toute façon, HHVM était la seule possibilité de faire encore du PHP puisque tous les développeurs du cœur de PHP s'étaient suicidés lors d'une grande cérémonie collective faisant suite à l'échec de PHP 7. Et puis Google a racheté Microsoft, Apple a racheté Samsung, et ça a été le début de la guerre. Tout cela nous amène à aujourd'hui. Nous sommes en 2020. Tous les nouveaux projets utilisent soit Go, soit JavaScript, des micro-frameworks et une architecture microservice. Les langages modernes embarquent tous une librairie HTTP et les frameworks full stack sont sous la barre des 5%. Quant aux développeurs PHP, ils luttent pour maintenir des applications legacy dont le déficit de stabilité n'arrête pas de se creuser. Enfermés dans un modèle qui s'essouffle, ils appellent à l'aide. Et c'est notre devoir d'y répondre. Vous l'aurez compris, l'histoire n'est pas tendre avec les frameworks. Et avec PHP non plus, d'ailleurs. Mais un historien ne se contente pas d'établir les faits. Il cherche à comprendre les mécanismes qui expliquent les mouvements de l'histoire. Eh bien, voici mon interprétation. Et tout d'abord, une évidence. Les frameworks ont une tendance naturelle à grossir
au-delà du raisonnable. Laissez un framework vivre paisiblement et il doublera de volume tous les 3 ans. Mais la taille devient rapidement un problème. Ma conviction, c'est qu'un framework full stack ne doit servir qu'à titre transitoire, tant que l'écosystème n'est pas mature. Regardez la communauté Node.js. Quel est le framework full stack qui est leader dans cet écosystème? La réponse, je vous la donne. On s'en fiche. Personne n'en a besoin. Est-ce que, d'ailleurs, vous avez vraiment besoin, vous-même, d'un framework full stack? J'entends souvent dire que c'est indispensable pour les grosses applications. Mensonge. Lorsqu'une application grandit, il faut la découper en plus petites applications, moins couplées, plus maintenables. Dans ce cas, les micro-frameworks suffisent. Ces petits frameworks sont plus faciles à apprendre, plus faciles à mettre en œuvre, et ils sont plus rapides. D'ailleurs, à tellement rétrécir, les micro-frameworks finissent par disparaître. Par exemple, pourquoi faire un micro-framework HTTP en Go? Le langage a déjà des primitives pour une request, pour une response, pour un handler et du routing. C'est donc inutile. Pour vivre longtemps, vivons petit. Je n'invente rien, c'est la philosophie d'Unix. Écrivez des programmes qui font une seule chose et qui le font bien. Écrivez des programmes qui collaborent. Et ça marche. La deuxième leçon que je tire de l'histoire des frameworks, c'est que lorsqu'un framework n'est plus adapté à son environnement, eh bien, il survit quand même. Et c'est que les applications qui utilisent ce framework vivent elles-mêmes très longtemps. La banque, par exemple, elle a mis beaucoup de temps à venir à Zen Framework. Mais une fois le pas franchi, il faudra attendre 10 ans de plus pour changer de technologie. Y a-t-il dans cette salle des gens qui maintiennent une application basée sur Zen Framework première version? Voilà, je compatis avec vous. Ces applications, du point de vue technique, sont probablement surendettées. Elles n'ont plus la capacité de se renouveler. Mais il faut bien les entretenir. C'est pour cette raison qu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours besoin de développeurs COBOL. Donc n'ayez pas peur de perdre votre emploi en faisant uniquement du PHP. Avec PHP, vous ferez du développement durable. Alors seulement, ne venez pas vous plaindre demain si vous travaillez toute votre vie sur l'application que vous êtes en train de développer en ce moment même. Alors, plus un framework fait de choses, plus il a la peau dure. Les frameworks full stack servent souvent de squelette aux grosses applications. Mais comment on fait dans ce cas pour changer de framework? La solution, elle est dure à entendre. Il faut éviscérer l'application. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que vous ne faites pas de l'informatique pour avoir les mains pleines de sang. Et vous avez raison. C'est pourquoi il est urgent de concevoir des frameworks non plus comme des squelettes, mais comme des exosquelettes. Le squelette d'une application, ça ne peut être que sa logique métier. Un dernier point, si vous me le permettez. Les plus gros frameworks sont utilisés dans les structures qui évoluent le moins vite. C'est pourquoi les frameworks full stack d'aujourd'hui ne sont pas prêts de disparaître. Je vous ai parlé de vie et de mort des frameworks. Eh bien, je vais aller un pas plus loin. Je voudrais invoquer l'héritage de Charles Darwin et comprendre si les frameworks subissent la sélection naturelle. Comme les êtres vivants, les frameworks se perpétuent sur plusieurs générations. Symfony en est à sa version 2, Laravel a déjà 4 itérations, ASP.NET MVC en est à sa 5e génération. Comme les êtres vivants, les frameworks s'accouplent et leurs rejetons présentent un mélange des caractéristiques des deux parents. Symfony 2 a pris l'injection de dépendance de Spring, Express a pris les middleware de Sinatra. Dans le monde de l'open source, on appelle ça la cross-pollinisation. Comme les êtres vivants, les frameworks peuvent muter d'une génération à l'autre. Ainsi qui aurait pu prévoir que Symfony 2 soit totalement incompatible avec Symfony 1. Et pourquoi Doctrine 2 a-t-il perdu son Active Record? Comme les êtres vivants, les frameworks s'affrontent en période de root. Et ces affrontements, qu'on nomme benchmark, sont parfois très sanglants. Et même si les frameworks ne meurent pas à proprement parler, puisqu'on les met dans des réserves,
il y a bien une sélection naturelle. Un framework qui n'est plus adapté à son environnement n'est plus choisi pour les nouveaux projets. Si le système des frameworks suit les lois de l'évolution, alors personne ne peut ignorer ce qui va se passer. D'abord, les frameworks seront toujours là, sous une forme ou sous une autre, puisqu'ils savent évoluer. Ensuite, nous n'utiliserons plus les frameworks actuels dans 5 ans, parce qu'ils ne seront plus adaptés. Et enfin, et c'est le plus terrifiant, le framework le plus utilisé dans 5 ans n'est probablement pas encore né. Parlons maintenant de vitesse d'évolution. À chaque génération, les frameworks poussent plus loin les concepts sur lesquels ils s'appuient. Sauf que pendant ce temps-là, d'autres frameworks se lancent et qui se concentrent en général sur des usages plus limités. Et comme ils n'ont pas d'historique, ils peuvent repartir sur des bases complètement repensées, ça leur permet d'être plus performants. Laissez-moi vous donner un exemple. Le framework Symfony 2, que j'espère que vous connaissez bien, en fait toujours plus pour les entreprises, notamment en matière de sécurité. Symfony supporte donc la restriction d'accès par OAuth, ACL et par adresse IP. Et en pratique, eh bien, il faut utiliser le composant Expression Language pour définir des règles de firewall dans un fichier YAML. Et pour comprendre comment faire, il faut lire une documentation de 20 pages, comprendre l'architecture des providers, des voteurs et des tokens. En marge de Symfony, l'auteur de Silex, Igor Widler, a lancé un projet PHP nommé Stack. Il s'agit d'une collection de middleware de décoration de kernel HTTP. Parmi ces middleware se trouve Hyperrestrict, dont la documentation tient en 10 lignes, et qui fait la même chose que la couche sécurité de Symfony. Est-ce que les développeurs de Symfony sont meilleurs que ceux de Stack? Non. C'est juste que Stack permet une innovation de rupture, là où Symfony ne permet qu'une innovation incrémentale. L'innovation de rupture commence en général là où on ne l'attend pas. Elle adresse un périmètre plus petit et elle apporte au début un niveau de satisfaction inférieur. Mais son rythme de croissance peut être bien plus rapide, et c'est que même une évolution rapide ne résiste pas à une révolution. Je connais plusieurs exemples de frameworks très populaires qui n'arrivent plus à évoluer. C'est qu'ils doivent suivre un mode d'évolution dicté par leurs utilisateurs. Les utilisateurs veulent toujours des nouveautés, mais sans la rupture de compatibilité. Et à chaque version majeure, ils traînent des pieds pour mettre à jour leurs applications. Premier exemple, jQuery. jQuery, un citoyen très respecté du monde des frameworks, et avec raison, mais c'est là qu'est le problème, vous allez le voir. Tout changement majeur casse potentiellement des milliers de plugins et des dizaines de milliers d'applications. Résultat, jQuery 1.0 est sorti en août 2006. jQuery 2.0, la première version a cassé la compatibilité, est sortie en août 2013, 7 ans plus tard, une éternité. Second exemple, Symfony. Symfony 3, la prochaine version majeure, a déjà été annoncée. Elle n'apportera strictement rien de nouveau. Il ne s'agira que de faire des changements de détails dans les signatures des méthodes. Ces changements sont d'ailleurs déjà présents dans la dernière version, mais ils ne sont pas obligatoires. Symfony 3 sortira uniquement pour casser la compatibilité avec la version 2. Et pour ça, la procédure de migration fait déjà plus de 10 pages. Que les éditeurs de code, que les éditeurs de framework, caressent à ce point les utilisateurs dans le sens du poil. J'appelle ça du populisme. Le résultat, c'est que les frameworks populaires sont condamnés à des cycles d'évolution longs et rigides. Si vous voulez mon avis, il ferait mieux d'adresser de nouveaux usages et à travers eux, de nouveaux utilisateurs. L'ADN d'un framework, c'est de pallier les insuffisances du langage pour faciliter l'implémentation des design patterns. Mais lorsqu'un framework devient tellement populaire qu'il est utilisé par une majorité de développeurs, alors le langage tend à réintégrer ses fonctionnalités. Et il est 14 heures. L'horloge parlante vous parle. Lorsqu'un framework devient tellement populaire qu'il est utilisé par une majorité de développeurs, alors le langage tend à réintégrer ses fonctionnalités. Et il faut alors inventer de nouveaux frameworks pour aller encore au-delà. Je vais vous donner un exemple.
Aujourd'hui, pour manipuler le DOM dans un navigateur, il ne vous viendrait pas à l'idée d'utiliser jQuery. Non, le sélecteur CSS intégré à ECMAScript 5 fait très bien le travail. C'est que HTML5 a réintégré beaucoup de fonctionnalités de jQuery. Et grâce à HTML5, on peut donc bâtir des nouveaux frameworks comme AngularJS et donc des applications plus sophistiquées. Donc, les langages capitalisent sur le succès des frameworks pour permettre le prochain saut technologique. Mais les frameworks historiques, eux, sont contraints de supporter les vieilles versions des langages pour contenter leur base d'utilisateurs. Zen Framework 2 est tellement moderne qu'il n'utilise aucune fonctionnalité de PHP 4, de PHP 5, de PHP 5.4, de PHP 5.5, ni de PHP 5.6. Pour bénéficier des dernières innovations technologiques, il devient donc indispensable de choisir un framework jeune, basé sur la dernière version d'un langage. Mais, tant qu'à changer de version d'un langage, pourquoi ne pas utiliser un langage vraiment adapté aux nouvelles problématiques? Plutôt qu'utiliser React PHP, qui tord le bras à PHP pour lui faire de la synchrone, pourquoi pas simplement développer en Node.js qui fait ça nativement depuis des années? Je fais de la provocation, mais c'est volontaire. Comme changer de framework régulièrement, changer de langage est une mesure d'hygiène. Les frameworks les plus populaires sont aujourd'hui tous open source. Mais à y regarder de plus près, ces frameworks populaires sont tous dans les mains de sociétés à but purement commercial. Zen Framework, c'est Zen Technologies. Drupal, c'est Acquia. Symfony et Silex, c'est Sensiolabs. Tous agitent le drapeau de l'open source, mais en sous-main, c'est le grand capital qui tire les ficelles. Je vais vous faire une confession. J'aime l'entreprise. Et je comprends très bien qu'entretenir un framework professionnel puisse coûter de l'argent. Beaucoup d'argent. Il existe d'ailleurs un modèle qui permet de calculer approximativement le coût de développement en fonction du nombre de lignes de code. On l'appelle le Constructive Cost Model, ou COCOMO. Selon le COCOMO, Zen Framework 2 a coûté approximativement 4 millions de dollars. Alors, vous allez me dire, la moitié du code de Zen Framework n'a rien coûté puisque c'est un copier-coller de Symfony 2. Je ne suis pas là pour faire de la polémique, mais je vous rejoins sur un point. Une grosse partie de l'effort de développement est gratuit puisqu'il est offert par la communauté. Malgré tout, pour suivre et organiser cette communauté, il faut de l'argent. Et c'est Zen Technologies qui sponsorise le Zen Framework. Vous pensez bien que cette société a une idée de profit derrière la tête. Et oui, en utilisant ce framework, vous aurez besoin un jour ou l'autre de support, de formation, de certification, de profiler, d'analyse statique de code, etc. En ce sens, la simplicité d'utilisation est tout à fait contraire aux intérêts de son éditeur. Cette contradiction peut expliquer que, dans l'histoire des frameworks, la professionnalisation mène souvent à un certain immobilisme. Lorsqu'une société est très impliquée derrière un framework, au point d'en être dépendante économiquement, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Moi, je n'aime pas ça. Ça mène tout droit au vendor locking. Et bien maintenant que nous partageons ce constat terrible sur les effets néfastes des frameworks et sur les conséquences sur la vie des développeurs, il n'est plus possible de tourner le dos à la réalité. C'est mon devoir de vous proposer une alternative. Car si on ne parle pas aux développeurs mécontents, s'ils voient chaque année de nouveaux frameworks reproduire les mêmes erreurs, alors ces développeurs iront vers les extrêmes. C'est irresponsable de ne pas répondre à leurs attentes. C'est pourquoi, c'est pourquoi je vous propose un programme clair, ambitieux et déterminé. Ce programme ne fera pas que des heureux, mais je dis halte à la pensée unique insupportable qui fait qu'on ne peut pas parler de certains sujets sans se faire taxer de démagogue. Ce programme est celui du Parti d'innovation, c'est mon programme et c'est le programme du changement, car le changement, c'est maintenant. Premier point, ma priorité, c'est le domaine. Arrêtons de structurer le code métier en fonction d'un framework.
Comment faut-il organiser les classes d'un site de e-commerce? Eh bien, ce n'est sûrement pas à Zen Framework d'en décider. Et pas plus à Symfony, ni à Laravel. Suivons le plan dessiné par celui qui connaît mieux le domaine. Ce n'est qu'après que nous pourrons ajouter des frameworks et exposer cette logique sous forme de services web, de lignes de commande ou d'applications mobiles. Parce que le modèle métier ne va pas changer, mais le framework, lui, il va changer. Deuxième point. Mettons un point final au framework full stack. Cette potion amère n'en finit pas de produire des dégâts irréparables. Et pourtant, on nous la resserre encore et encore. Il ne s'agit pas de stigmatiser l'un ou l'autre, mais ayons le courage de franchir le pas. Dites non au tout Symfony. Dites non au tout Laravel, au tout Zen Framework. Les développeurs en ont assez. Ils ne cessent de réclamer une solution plus souple, plus évolutive. Cette solution, ce sont les microservices basés sur des micro-frameworks qui communiquent selon des standards d'interopérabilité. Troisième point, il est temps de lever le tabou du métissage et mêler plusieurs frameworks au sein d'un même projet. Ceux qui pensent qu'il n'y a qu'un seul bon framework font surtout preuve de leur ignorance. C'est la même chose avec les design patterns. MVC, Entity Manager, eh bien, ça ne marche pas dans 100% des cas. Donc, Symfony et Doctrine ne sont pas bons à tout faire. Je propose pour ma part d'introduire une dose de proportionnel dans les frameworks. Mettons du Silex dans notre Zend, mettons du Propel dans notre Drupal, mettons du React dans notre Symfony. J'irai même plus loin. Mettons fin au dogmatisme du tout PHP. Ça peut vous paraître contradictoire, vu que ce meeting rassemble principalement des sympathisants du langage PHP. Mais mon programme milite pour la pluralité des langages. Car s'il existait un langage tellement merveilleux qu'il permettait de tout faire correctement, vous ne croyez pas que ça ferait longtemps qu'on n'utiliserait plus que ce langage? C'est notre devoir de passer un peu de temps avec chacun, afin d'en évaluer les innovations et de voir ce qu'il peut nous apporter. Soyons à l'écoute des nouveaux paradigmes de programmation, déclaratifs, fonctionnels, fortement typés. La programmation orientée objet, après tout, n'est pas devenue dominante en un seul jour. Tous les langages doivent être les bienvenus dans notre grande famille. Quatrième et dernier point. Pour pouvoir utiliser plusieurs langages, plusieurs frameworks, il faut les connaître, il faut les apprendre. Je propose de mettre fin aux 35 heures de développement qui nuisent à la compétitivité de nos entreprises. À la place, je propose de passer aux 32 heures. Ça vous libérera une journée par mois pour vous former sur de nouvelles technologies, sur Go, Lua, Scala, sur Docker. Rendons obligatoire les Hack Days, ces journées hors projet où on peut s'immerger complètement dans un nouveau paradigme. Si votre patron n'est pas d'accord, eh bien, changez de patron. Et c'est en ce moment, en situation de plein emploi des développeurs, qu'il faut relancer les négociations syndicales. Et pour consolider ces acquis, je recommande d'introduire dans chaque projet un nouveau langage, une nouvelle bibliothèque sur une petite partie du périmètre. Ainsi, vous saurez si ça tient la route en conditions réelles. C'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour rassembler une large majorité autour des idées du parti d'innovation. Sachez que ce n'est pas par appétit du pouvoir ou pour ma gloire personnelle, mais si je ne le fais pas, qui d'autre viendrait ici défendre les droits des plus faibles? La communauté des développeurs m'a bien fait sentir qu'il était de mon devoir de prendre les choses en main. Et si vous me demandez si je suis candidat à l'élaboration d'un nouveau framework, je vous dirai que j'y pense, le matin, en me rasant. Mais je sais que ce que les développeurs veulent, ce n'est pas un énième framework. Les développeurs en ont assez de ces querelles intestines. La priorité, c'est de développer des produits, et des produits qui marchent. Avec le parti de l'innovation, ne subissez plus le changement, suscitez-le. Avec le parti de l'innovation, mettez de la joie dans le quotidien de tous les développeurs. Avec le parti de l'innovation, dites oui à l'avenir. Rejoignez-moi.
Devenez vous aussi des ambassadeurs du Parti d'innovation. Ensemble, nous gagnerons. Je compte sur vous. Il y a un bulletin d'adhésion à l'arrière de la salle, normalement, si vous voulez. Bon, après, il faut faire un chacun, mais... Y a-t-il des questions parmi les sympathisants? Des opposants? Ah, un opposant. J'aime les joutes verbales. Bonjour, cher candidat. Alors, en fait, j'aurais deux questions. La première concernait... Vous n'avez droit qu'à une seule question. Sur vos comptes de campagne truqués, qu'en est-il? Et la deuxième, c'est au niveau du recrutement. Comment faire pour créer des équipes qui soient pluridisciplinaires, les maintenir, les conserver, et quid du recrutement sur différentes technologies. Et les comptes de campagne m'intéressent aussi. Alors, en ce qui concerne les comptes de campagne, je vous demanderai de parler plutôt avec mon avocat, qui connaît très bien les choses. Sur la partie recrutement, il y a aujourd'hui une difficulté de recrutement puisqu'il y a beaucoup moins de développeurs que de postes à pourvoir. Et donc, toutes les entreprises, ils vont de leur carotte plus ou moins longue, avec un salaire qui est souvent très avantageux, des conditions de travail très agréables aussi. Vous avez un baby-foot par ici, un flipper par là, etc. Est-ce que c'est ça qui va permettre de conserver les développeurs, de les former? Je n'en suis pas certain. Et par ailleurs, comme on va dire que les compétences évoluent très rapidement, il est difficile pour une entreprise de mesurer effectivement l'acuité, les compétences d'un développeur. Ma conviction, c'est que la période d'essai, eh bien, elle est utile. Je pense qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, dans le recrutement des développeurs, savoir en 1, 2, 3, 4, 5 entretiens si cette personne-là aura non pas la compétence technique, parce qu'aujourd'hui, si vous embauchez un développeur pour sa compétence technique, vous l'embauchez pour un état, alors que ce dont vous avez besoin, c'est quelqu'un qui est capable d'évoluer rapidement. Et ça, vous ne pouvez pas l'évaluer lors du processus de recrutement. Ma conviction, c'est que la période d'essai, elle sert à ça. C'est que la période d'essai, elle sert à voir si, quand vous demandez à un développeur de travailler sur un nouveau langage, de travailler sur un nouveau framework, il y arrive rapidement ou il n'arrive pas du tout. Est-ce qu'il va demander aux gens autour de lui? Est-ce qu'il va aller trouver les bonnes ressources? Est-ce qu'il va rester enfermé et pas réussir à dépasser ses limites? La période d'essai, elle sert à ça. Ça répond à votre question? Merci, candidat. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je suis depuis quelque temps le parti Docker. J'ai l'impression qu'il y a des valeurs communes. Je voulais savoir si très concrètement, dans le parti d'innovation microservices, l'utilisation de Docker est fortement conseillée pour justement créer cette culture de microservices, ou au contraire, est-ce qu'on peut très bien s'en passer? Alors, le parti d'innovation est une grande famille qui accueille en son sein beaucoup de mouvements, voire de micro-mouvements. Et les DevOps sont les bienvenus dans cette grande famille. Il se trouve que pour cette nouvelle architecture qui est les microservices, en développement, si on fait plus d'un projet, le fait d'avoir des conteneurs isolés est indispensable. Docker est une bonne solution, c'est pas forcément la seule. Il y a peut-être parmi le public des grands fous du LXC et des C-groupes tout nus. Je pense que toute solution qui permet de supporter l'infrastructure, enfin de fournir une infrastructure en plein de petits composants est bonne à prendre. Est-ce que Docker va rester la panacée? Je ne le sais pas. Pour ma part, je l'utilise et je suis très content tant que je l'utilise pas en production et qu'il n'y a pas quelqu'un qui profite du fait que ça tourne en route sur les serveurs et que donc
il peut y avoir des problématiques de sécurité. Mais c'est une solution qui évolue très vite, qui a de l'attraction, et je pense que c'est tout à fait compatible avec le parti de l'innovation. Je vous remercie pour cette excellente question. Je vous rappelle qu'il y a un livre à gagner pour celui qui posera la bonne question. La bonne question. Merci. Merci pour cette présentation, même si je suis déjà adhérent depuis le forum PHP. Par contre, à travers la découverte de nouveaux langages, nouveaux paradigmes, etc., je me heurte quand même à un élément dans ma réflexion, c'est que quand je livre un code, je ne livre pas que le domaine. Je livre quand même un outillage autour. Par exemple, pour moi, un code, surtout sur du microservice, n'est pas en prod s'il n'est pas monitoré. Si j'ai pas du StatDS, si j'ai pas du Guelph qui sort. Le temps de fournir le nécessaire pour que ça soit mis en place facilement. Si je passe mon temps à recoder toutes ces briques tout le temps, dès que je découvre un nouveau langage, un nouveau paradigme, je vais remettre en cause les 35 heures, mais 32 réels, 5 de découverte et 12 de plus à recoder toutes les briques à côté. Comment je réponds à ça dans le parti d'innovation? Eh bien, ça me paraît tout à fait une question pertinente. Je parlais du cancer de notre génération de développeurs qui consiste à réinventer la roue en permanence. Le continuous delivery est pour moi aujourd'hui un problème résolu. Je pense qu'il y a des services qui nous permettent de déployer, de superviser, de mettre à jour un service en production de manière automatisée. Et si vous avez aujourd'hui développé votre propre solution, la meilleure des choses à faire, c'est de la transformer en plateforme ou en service pour pouvoir la réutiliser par ailleurs. Je vous rejoins sur le point que sans production, il n'y a pas d'application. Et donc, dans cette grande famille qu'est le parti de l'innovation, les admin 6 sont aussi les bienvenus. Et d'ailleurs, il y a un bulletin d'adhésion pour eux dans le fond de la salle. Il y a évidemment tout à faire depuis la conception jusqu'à la supervision, mais Rome ne s'est pas faite en un jour et il faudra beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour pour arriver à notre objectif commun. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.